Bonjour, moi, c'est Marianne, alternante au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Vous écoutez Les mots, une série du podcast Source diplomatique qui vous entraîne dans les coulisses des relations internationales. À chaque épisode, je pars à la rencontre d'agents et agentes qui m'aident à décrypter le langage si particulier de la diplomatie. Si vous nous rejoignez pour la première fois, je vous invite à commencer par la première saison. Vous allez voir, certains mots paraissent simples, presque évidents. Et pourtant, ils cachent souvent une réalité bien plus riche, parfois assez mystérieuse, et toute une galaxie de métiers passionnants. Prenez le mot déclaration par exemple, ou plutôt déclaration diplomatique. Autour de moi, tout le monde en parle, elles font souvent la une des journaux. Elles peuvent même marquer un tournant dans les relations internationales. Mais je dois avouer que je serais bien incapable de vous expliquer ce que c'est exactement. Alors à quoi ça ressemble une déclaration ? Et surtout, à quoi ça sert ? Parmi ceux qui les rédigent, Mathilde Vanacker est sans doute la mieux placée pour nous en parler. Ancienne professeure agrégée de lettres, aujourd'hui diplomate, elle excelle dans l'art de trouver le mot juste. Alors, je m'appelle Mathilde Vanacker, je suis conseillère discours, culture et stratégie du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Je suis une jeune diplomate, malgré ma trentaine largement entamée. J'étais auparavant enseignante et chercheuse en littérature française du XVIIe siècle. Comme vous l'aurez compris, Mathilde n'a pas vraiment suivi le parcours traditionnel du diplomate. Et forcément, ça m'a intriguée. Et puis, si vous ne l'aviez pas encore remarqué, les mots, c'est un peu mon truc. Alors, face à une véritable experte de la langue française, je ne pouvais pas passer à côté de cette passion commune. Les études littéraires, elles étaient pour moi une manière d'être dans la plus grande exigence par rapport à la langue, d'être dans la compréhension la plus profonde des mots qu'on choisit, de leur histoire. J'avais le souci de comprendre la manière dont la langue pouvait être un commun. Et donc, quand on prépare des lycéens, par exemple, à une épreuve de baccalauréat de français, on les engage à réfléchir sur quelque chose qu'ils utilisent parfois sans faire attention. On les sensibilise à l'idée que notre société tout entière est organisée selon des codes, selon des coutumes, y compris linguistiques. Et mon enseignement consistait à donner à mes élèves l'expérience de cette multiplicité de situations linguistiques et à leur permettre d'être à l'aise partout. Vous vous demandez peut-être ce que tout ça a à voir avec la diplomatie. C'est vrai qu'au premier abord, les lettres et les relations internationales n'ont pas grand-chose en commun. Et pourtant, le langage est le premier outil des diplomates. Agir sur la scène internationale, ça commence par s'exprimer. La fabrique de l'action diplomatique, elle passe d'abord par le fait de coucher sur le papier des éléments de position. Ces éléments de position, ils mélangent deux choses. Ils mélangent une description du réel, nécessairement articulée à un point de vue. C'est l'analyse de la France, dont nous avons le devoir comme diplomates qu'elle soit la plus juste possible, qu'elle soit la plus équilibrée possible, et de modalités d'action sur le réel. On décrit ce qui se passe et on dit du même coup ce qu'on a envie qu'il se passe à l'avenir. Donc c'est un mélange de description et d'action, le langage diplomatique. En diplomatie, comme en politique en général, les éléments de langage, c'est sacré. En gros, c'est des expressions préparées à l'avance, approuvées à la virgule près et largement répétées pour envoyer un message clair et maîtrisé. Chaque mot doit transmettre exactement le sens voulu, sans aucune ambiguïté. Même quand on parle la même langue, on a parfois du mal à se comprendre. Parfois, quand on envoie un message et que la ponctuation n'est pas la bonne, ça donne lieu à des interprétations qui sont absolument pas concordantes avec l'intention qu'on avait au départ. Donc, imaginez ce que ça peut être quand on ne parle pas la même langue du tout, et pire, quand on n'a pas les mêmes intérêts. La conséquence de cela, c'est que l'attention qu'on a pour le langage dans le cadre diplomatique doit être redoublée, voire quadruplée. Quand le langage est ambigu,
on offre la possibilité à d'autres de parler à notre place. Voilà pourquoi chaque mot est étudié, examiné. C'est pas toujours évident de réaliser à quel point un simple mot peut tout changer. En fait, la façon dont on décrit une situation peut complètement en modifier notre perception. Par exemple, parler d'influence ou d'ingérence, ça n'évoque pas du tout la même chose. Les diplomates, par leur choix de vocabulaire, façonnent notre vision des relations internationales. Dans le cadre de la guerre d'agression que la Russie mène en Ukraine depuis plus de 3 ans maintenant, la force de la France a été d'être très claire sur la caractérisation de ce qui était en train de se passer et sur son caractère inacceptable. Et on l'a fait dès le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine, le 24 février 2022. On l'a fait dès le début avec un choix de mots. On ne parle pas de conflit russo-ukrainien. Ce n'est pas un conflit russo-ukrainien. C'est une agression qui est portée contre l'Ukraine. C'est pas du tout la même chose. L'idée de conflit russo-ukrainien impliquerait que les deux parties ont des torts. Ce n'est pas la réalité. Contrairement à ce que certains peuvent vouloir nous faire croire et faire croire à nos concitoyens. Ce n'est pas la réalité. À partir du moment où on décide, dès le début de cet événement tragique, de décrire ce qui était en train de se passer comme une guerre d'agression, on est constant dans notre position et donc dans les conséquences qui en découlent. À savoir que c'est la Russie qui doit arrêter son agression et tout ce que ça implique, et que c'est la Russie qui doit se remettre en conformité avec les principes du droit international. Donc ça a des conséquences diplomatiques très claires. Et donc cette expression qui s'est prolongée à chaque fois que la Russie commettait des crimes en Ukraine, cette parole-là a un effet sur la réalité de ce qu'on acceptera ou de ce qu'on n'acceptera pas. C'est très important parce qu'elle protège le cadre dans lequel il y aura une issue à cette situation. Et c'est ce que dit la France aujourd'hui, comme les Européens, c'est qu'il n'y aura pas de solution en dehors de ce cadre-là que nous avons posé par notre parole depuis 3 ans. Et la déclaration dans tout ça, eh bien, c'est justement l'exercice où tout ce savoir-faire prend forme. Un concentré de subtilité et de nuances. Si la diplomatie est un art du langage, alors la déclaration en est le chef-d'œuvre. Alors, dans déclaration diplomatique, il y a d'abord déclaration. La déclaration en tant que telle, c'est une expression qui indique quelle est la position de la France par rapport à un fait, une situation, un événement. Cette déclaration, elle peut être endossée par le ministère en général, et donc cette déclaration, c'est donc une déclaration qui est alors attribuée au porte-parole ou à la porte-parole du Quai d'Orsay. Et donc cette déclaration est par exemple proposée dans le cadre d'un point de presse. Et la France rappelle son opposition constante. La France réaffirme son engagement pour la paix et la sécurité pour tous. La France soutient la solution politique. La France est et demeure profondément mobilisée. La France rappelle son opposition à la peine de mort. La France exprime sa profonde tristesse. La France tient à saluer leur excellence et leur courage. Ça, c'est une déclaration du porte-parole. Cette déclaration, elle peut être aussi endossée directement par le ministre. Alors évidemment, quand le ministre s'exprime, il y a un poids particulier, parce qu'il endosse en son nom une position. Et il l'endosse au nom de la France, mais il marque par son engagement personnel l'importance pour la France de s'exprimer sur ce sujet auprès de tel ou tel public. C'est vrai ça ? À qui elle parle, la France, exactement ? Parce qu'une déclaration, c'est pas juste un texte bien tourné. C'est un message qui va être interprété par des publics très variés. Et entre les alliés, les adversaires, les journalistes qui décryptent tout, et les citoyens comme moi qui la verront passer en scrollant l'actualité dans le métro, disons que les attentes et les codes ne sont pas tout à fait les mêmes. L'expression diplomatique s'adresse à plusieurs destinataires
en même temps. Et c'est tout l'art de l'écriture du langage pour un diplomate que de savoir adapter la communication au destinataire qui l'entendra. Quand, par exemple, le Quai d'Orsay publie une déclaration, cette déclaration, elle est d'abord un acte diplomatique et un message envoyé aux diplomaties étrangères concernées par la situation. Alors on envoie des messages à des partenaires, on envoie des messages à des compétiteurs, on envoie des messages à des adversaires parfois, via cette expression ou cette déclaration. Mais de fait, cette déclaration va être relayée par les médias. Et donc, il est indispensable que cette déclaration, cette expression soit compréhensible, lisible, qu'elle soit juste, parce que les relais de cette expression vont amplifier, reprendre. Mais évidemment, au-delà de la presse et des médias, il y a bien sûr le grand public. Et sur des sujets très sensibles dans l'opinion publique, la société a un regard très précis. Et donc, on a aussi vis-à-vis des citoyens un devoir de transparence, de clarté, parce que la diplomatie leur appartient aussi. On n'y pense pas toujours, mais la diplomatie, c'est avant tout un pays qui parle au nom de ses citoyens, pour porter certaines valeurs, défendre des principes, protéger leurs intérêts. D'où l'importance de partager les positions que la France revendique sur la scène internationale. Il n'y a pas de silence diplomatique. La France veille, la France travaille 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour défendre les intérêts des Français partout dans le monde. Et donc, pour que ce soit relayé, que ça ait de l'impact, il faut que cela devienne quelque chose de public. Donc, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, la France s'exprime. Alors oui, la France s'exprime tout le temps, mais pas pour dire n'importe quoi. Dans un monde où l'information et plus que jamais la désinformation circulent à toute vitesse, chaque prise de parole doit être soigneusement calculée. Quand on s'exprime sur une situation, le fait qu'on s'exprime parce qu'on est la France compte, marque et est très important, voire attendu, y compris à l'autre bout du monde. Et donc il faut à la fois être très méticuleux pour ne pas dire n'importe quoi. La France ne peut pas dire des choses qui sont non vérifiées, par exemple. Elle ne peut pas s'exprimer sur des faits dont elle n'a pas connaissance. Et c'est très important. Parce qu'à partir du moment où la France se met à déclarer des choses par rapport à des faits qui ne sont pas vérifiés, alors on tombe dans quelque chose d'extrêmement dangereux, puisque la parole institutionnelle que le Quai d'Orsay représente, d'une manière ou d'une autre, est une parole dans laquelle nos concitoyens peuvent avoir confiance. Il y a une question de confiance. En fait, il faut imaginer qu'à chaque fois que la France s'exprime, une foule d'oreilles se tend. Certains sont curieux, d'autres plus critiques, et au premier rang, on retrouve évidemment les diplomaties étrangères, toujours très attentives à ce qui est dit. Indiquer par exemple à des partenaires qu'on est en soutien, ou au contraire indiquer à des diplomaties dont on réprouve les actions, qu'on est indigné, que l'on condamne par exemple, c'est quelque chose de fort, dont on peut se dire, très bien, les diplomaties qui se comportent pas très bien, en fait, elles s'en fichent complètement du fait que la France condamne, est ferme, etc. Mais pas du tout, pas du tout. En réalité, à chaque fois que l'on prend une position de fermeté par rapport à une situation, on met la pression sur la diplomatie en question. Si on le fait à plusieurs, ou si on le fait de manière progressive, en serrant la vis petit à petit, on crée une pression. Et donc on construit un contexte favorable pour, in fine, obtenir ce qu'on veut. Derrière chaque déclaration se trouve un ou plusieurs objectifs. Dénoncer une situation, manifester un soutien, affirmer ou réaffirmer une position. Pour rester crédible, la France doit maintenir une parole cohérente, qui s'inscrit dans la durée. Mais ça ne veut pas dire que le discours doit rester figé. Au contraire, faire évoluer les termes peut être la meilleure manière de rester fidèle aux valeurs qu'elle défend. Parfois, une situation est assez stable pendant des années et des événements intervenants, de nouveaux acteurs émergents
on est obligé, et c'est le principe de l'action diplomatique, d'adapter notre langage et du coup d'adapter notre action. Les deux vont ensemble. Ça peut être très concrètement le fait de dire que, contrairement aux déclarations passées où nous suivions la situation de près, par exemple, de dire que désormais, on est très préoccupé par une situation. Alors évidemment, dit comme ça, on a l'impression d'une espèce de coquetterie de langage. Mais c'est très important. C'est pas du tout la même chose de dire qu'on suit de près, ou qu'on est préoccupé, ou qu'on est indigné par une situation. Le choix des mots dans la diplomatie est crucial parce que le choix des mots est une action en soi. Je voudrais partager avec les auditeurs, avec ceux qui nous écoutent, le cas particulier des déclarations qui portent sur la libération de nos otages, par exemple. Typiquement, quand un Français ou une Française retenu en otage est libéré, il y a une sensibilité extraordinaire du moment où la France va le dire. Sensibilité extrême puisque le timing de la publication de cette déclaration doit concorder avec des exigences de sécurité. On ne peut pas dire qu'un de nos concitoyens a été libéré avant qu'il soit en sécurité, par exemple. Tout simplement, ça paraît très bête, mais le contrôle du timing pour cela est très important. Parmi tous les métiers qui vous auraient permis de justement construire le langage, pourquoi avoir choisi la diplomatie ? Alors, il y a dans la diplomatie, je dirais, un rapport à ce qui n'est pas soi, qui évidemment m'intéresse, qui structure ma vision du monde, ma façon de servir l'État. Donc sans doute que ça m'a motivée dans le choix de ce champ de l'action publique. Le travail que nous faisons comme diplomates paraît très lointain, puisqu'il porte sur des enjeux éloignés à première vue d'une vie quotidienne habituelle pour un citoyen ou une citoyenne. Et donc tout l'enjeu pour les diplomates que nous sommes, c'est de convaincre nos concitoyens que ce qui se passe à des milliers de kilomètres de nos frontières détermine notre destin. Et ça passe par l'explicitation de ce qu'on fait. Si personne n'explique ce qu'on fait, alors l'action diplomatique de la France restera pour toujours dans une espèce de fantasme, à l'écart de la compréhension normale et attendue que les citoyens veulent avoir de l'action publique. Et donc c'est aussi notre mission comme diplomate que de porter cette voix jusqu'à celui ou celle qui en est le plus éloigné à première vue. Une déclaration, c'est l'art de dire beaucoup avec très peu. Derrière chaque mot, il y a une intention, une stratégie et souvent un enjeu bien plus large qu'il n'y paraît. Car la diplomatie, ce n'est pas seulement réagir à l'actualité ou prendre position. C'est aussi anticiper, construire et parfois même inventer de nouvelles manières de coopérer face aux grands défis du monde. Quand ces défis dépassent les frontières, on parle d'enjeux globaux, des sujets brûlants à découvrir dans le prochain épisode.